Oui, quelqu'un voulait dire. Ouais, moi je vais revenir sur la CPR. Voilà. Bon, vous avez dit que, étant donné que c'est un prolata, on pouvait l'appliquer les opérations d'addition, de multiplication, de division et de soustraction. Bon, je n'ai pas compris comment ça peut se faire avec la division et la soustraction. Selon moi, comme c'est la consommation périodique et ça se renouvelle 30 jours, il ne faut qu'appliquer seulement la multiplication et l'addition. Bon, en fait, c'est ça. Il y a ces 4 opérations qui font comment ça s'appelle, la comptabilité. Ce que nous appelons les mesures qui permettent d'ajuster les mesures. La métrologie, c'est ça, non? Voilà, on peut dire mathématiques, il n'y a pas de différence. Mais ce qui est clair là-bas, c'est qu'il y a forcément les 4 opérations qui fonctionnent. Dans notre pratique, on ne peut pas ne pas utiliser les 4 fonctions parce qu'aucune mathématique ne peut vraiment dire qu'elle s'émancipe de ces 4 éléments. Elle ne peut pas aboutir. N'est-ce pas? Quand tu vois ces formules, Monsieur Samanono, tu vas ouvrir les livres là, tu verras qu'il y a beaucoup de formules dans ça. Il n'y a que c'est plus, moins, divisé, etc. qui fonctionnent. Maintenant, quand on veut trouver le MPRG, c'est le rapport, n'est-ce pas? Le FGFN, c'est le produit, c'est ça, non? Lorsque nous voulons faire les UIT, UI, UTF, unité de traite fournisseur, unité de traite bancaire, c'est-à-dire des PBF, tout ça là, c'est les additions. On sait que ça fait 2 unités, 3 unités, 4 unités, n'est-ce pas? On fait la soustraction parce que quand il y a diminution, il faut diminuer. C'est vrai que là où nous sommes, pour faire la capitalisation, on ne va pas utiliser n'importe quelle opération. Si tu dis même moi là-bas, bon, tu vas voir la catastrophe qui va se passer. Hein? Maintenant, c'est clair. Hein? C'est clair. Ah, voilà. Bien compris. Voilà. Oui. Merci. Nous sommes à une nouvelle école. Il faut que nous laissons notre esprit sans préjugés et laisser déposer la nouveauté. La nouvelle matière. Voilà. Très bien. C'est justement dans ce sens que je voulais qu'on précise 2 mots. Si je dis j'achète un bic ou bien un cahier, je donne l'argent et on me donne le cahier. Voilà. Bien le bic ou bien le cahier. Ouais. Je fais l'achat du pouvoir d'achat. Je achète le pouvoir d'achat et on me donne quoi? On me donne le pouvoir d'achat. Concrètement sur le MCNP. C'est-à-dire on me donne le pouvoir d'aller consommer. Et là, comme c'est en chiffres, on l'appelle unité de consommation, bien un crédit. Ça se comprend. Oui. Je ne vais pas ex nihilo, je ne vais pas les mains vides. Contrairement à l'informel de ça, la dame va chez l'autre dame, elle n'apporte rien. N'est-ce pas? Elle prend, mais c'est reconnu qu'elle a acheté. Elle disposait d'un pouvoir d'achat face à l'autre. Elle lui a fait un crédit, tu vas vendre et me payer ou bien tu vas me payer demain. Elle n'a rien amené. Mais chez nous ici, il faut forcément amener quelque chose. Ce qu'on amène là sont des unités comptables qui rayent l'informel que la dame va faire, c'est-à-dire le crédit qu'on faisait au marché de façon informelle est devenu formalisé. Ça se comprend. J'ai pris, mais j'ai mis un élément qui permet de savoir que c'est celui-ci qui a pris. Et il m'a donné ceci en contrepartie. Ça se comprend. C'est ça le pouvoir d'achat. Ici, si on m'a autorisé d'aller consommer, je suis reconnu et l'autre va reconnaître ce que je débourse. Le deuxième terme, c'est la capitalisation qui est utilisée. Par exemple, on dit l'outil de capitalisation grâce au mécanisme. Le terme capitalisation. Ouais, formation du capital. Si là, on a une capitalisation au sens classique, ça dit aussi autre chose. Ah, ça dit quoi? La capitalisation,
Là, ça fait allusion aux intérêts. Ah, aux intérêts? Oui. Ouais, ici c'est la formation du capital. Non, l'effet formation. Le fait de faire en sorte que ça devienne un capital. C'est-à-dire, ça se capitalise. C'est-à-dire la somme totale de sa part. Non, si on avait dit la somme, c'est le FGFN lui-même ça. C'est le FGFN qu'on a obtenu ça. Mais ici, avant qu'est-ce que le mécanisme à part, c'est la capitalisation. C'est-à-dire, c'est la formation du capital. Le mécanisme de la formation. Le mécanisme qui permet de former le capital. C'est-à-dire, si je n'ai pas quelque chose pour vous, vous ne venez jamais me mettre de l'argent. Si vous n'avez pas quelque chose qui sous-tend votre pouvoir consommation, vous n'allez pas faire la capitalisation, vous n'allez pas faire des réserves, vous n'allez pas pouvoir épargner. Bon, quand on va dire le mot là, pour que ça soit compris, n'est-ce pas, vous n'allez pas pouvoir épargner. C'est ça, non? Puisque quelque chose a permis d'épargner, de mettre l'argent jusqu'à ce que ça devienne grand, c'est ça là que nous avons appelé la capitalisation, la formation du capital. Même en nature, les entreprises et industries sont une capitalisation. C'est-à-dire matérialiser le capital, transformer, n'est-ce pas, le capital abstrait en capital physique, puisque c'est sa contrepartie directe. Sans le capital physique, le capital abstrait n'existe pas. Donc c'est le phénomène d'industrialisation, d'investissement que nous appelons la capitalisation. Peut-être en ajout à ce que vous avez dit, c'est que je comprends que la capitalisation, c'est le processus de mettre en commun un ensemble de capitaux différents. Bien sûr. Il est différent du capital lui-même, c'est-à-dire la chose lui-même. Oui, bien sûr, qu'on obtient, bien sûr. Pour plus ou moins. Donc c'est le mécanisme que nous avons appelé la capitalisation. Pour plus ou moins aussi parler du pouvoir d'achat, je comprends que c'est la reconnaissance de la chose que le consommateur amène. C'est ça. Qui fait qu'on identifie le pouvoir de la chose qu'il a en main. C'est ça. Donc ici, je comprends qu'en allant acheter le pouvoir d'achat, on va acheter quelque chose que le distributeur ou bien le vendeur reconnaît. Bien sûr. Donc maintenant, ayant établi les valeurs donc, de la chose, il sait à quoi cela correspond. Voilà, c'est-à-dire ayant établi le montant, il sait à quoi cela correspond. Parce que quand tu dis valeur, soit tu sais que c'est la valeur négative, sinon il n'allait pas amener pour acheter. Maintenant le montant, sachant que ça vaut ceci, il sait comment lui concéder la marchandise. C'est phénoménal, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est là que la matière même s'illustre, pour qu'on sache que ceci avait échappé vraiment à plusieurs personnes qui avaient scruté la zone économique pour sortir vraiment l'idéal. C'est ça le phénomène réel. Puisque le marché n'a été que comme ça, sur des crédits et des dispositifs que les gens utilisaient pour que ça circule. C'est la monnaie des formes de loi qu'on avait ajoutées trop à la monnaie, vu les catastrophes, et que parfois ce n'est même plus lié à l'analyse économique elle-même. C'était devenu objet des pouvoirs, puisque quand on fait une économie politique, on n'est pas scientifique du tout. N'est-ce pas? Quand on veut diriger l'économie, si on ne fait pas attention, on est dans le vent. Et c'est ça le monde a fait à un moment donné, vu que les scientifiques ne maîtrisaient aucun élément formel pour tenir. Ils donnaient des formules, mais on trouvait des catastrophes sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ça, il faut diriger les économies. Et donc, en dirigeant les économies, au lieu de faire la direction des économies par les scientifiques, on les écarte carrément. Parfois, il est rare même de prendre leurs analyses en considération. À moins que ça vienne se vérifier, et là, on attaque cette personne-là de génie pour pouvoir étudier un peu la faisabilité qu'il a pu peut-être raisonner. Bon, donc ici, ce que nous devons savoir, c'est comment les lettres de crédit, les objets d'échange, tout ce qui avait fait fonctionner l'économie dans le temps, sans la monnaie, comment ça avait fonctionné. Ce sont des coupures comme ça, de données qui servaient que la circulation des biens se fasse dans l'acceptation mutuelle des gens. Ils prenaient des lettres, ils livraient des marchandises. Ou bien, voilà. À un moment,
Cela se passe actuellement aujourd'hui. Peut-être des reconnaissances de dette et j'ai le papier, je te livre la marchandise. Tout ça là, hein, les effets de commerce. Donc c'est tout ça là qu'il faut voir que c'est vraiment des choses à formaliser et à mettre dans la technologie la plus illustrée dans la matière d'exactitude pour être, c'est-à-dire que libéré de toutes les confusions que peuvent donner l'usage d'un instrument en tant qu'élément d'échange unique. Voilà. Donc aujourd'hui le numérique est venu, ce n'est pas que le numérique n'existait pas, c'est ça on appelle la monnaie scripturale, elle existait avant même que la monnaie ne soit dictée. Mais aujourd'hui le scriptural a évolué jusqu'à l'information et la communication que nous avons aujourd'hui. Et là, la liberté est venue aux scientifiques de dire point final. On ne doit plus dicter, on ne doit plus diriger l'économie. Il faut scientifier l'économie. Ah, si vous avez pu vous en sortir, tant mieux. Je voudrais dire simplement que, au fait, la seule opération, c'est l'addition. Ah, ouais. Ça vient encore. Pourquoi finalement? Oui, parce que les autres changent simplement. La multiplication aussi, en fait, c'est l'addition. La division, c'est l'addition. La soustraction, c'est l'addition. Oui. C'est la seule opération de base. C'est philosophique. Oui, bon. Quand on parle philosophique, c'est ça ce que ça veut dire. Quand c'est philosophique, il ne faut pas rentrer dans les détails. Non, ce n'est pas philosophique. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que si vous voulez faire une multiplication, vous pouvez écrire l'algorithme d'une multiplication. Au fait, c'est l'addition que vous faites. C'est ça que je dis. Hein. Quand je dis philosophique, ça, tout est philosophie. La mathématique, celui qui a fait la mathématique, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Ou bien? Sous cet angle, je comprends. C'est l'angle, le meilleur angle. Il n'y a pas d'autre. Tout est base, tout a une base philosophique. Bon, maintenant, ma question, c'est au sujet des agrégats du mécanisme à part. Donc, le MMG, MMPPBG, le MMPPMFG, tout agrégat du CAPA qui, par le mécanisme à part, forme l'agrégat FGFN qui doit le montant périodique de remboursement général. Je n'ai pas compris là-bas. Qui doit le montant périodique de remboursement général. Oui, c'est les deux extrêmes. Le FGFN est l'entrée, l'extrême d'entrée, et le MPRG est l'extrême sortie. C'est ce qu'on doit périodiquement, ça. C'est ce qui rentre périodiquement en haut. Hein? C'est clair. C'est clair. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que l'achat du pouvoir d'achat a une incidence fiscale, comme on l'a nommé achat? Incidence fiscale. En quel terme? Bon, puisque comme c'est un achat, on sous-entend peut-être que on vend le pouvoir d'achat. Comme il y a une vente, la fiscalité peut intervenir. C'est ça, c'est ce que je Oui, bien sûr, absolument. Quand il y a une vente, tu l'as dit, on ne peut pas exclure la vente du pouvoir d'achat de cela. Et maintenant, qui doit? Il faut que tu expliques. Dans la fiscalité, dans ça, là, qui devait devoir? Oui, bon, normalement, c'est celui qui vend. À chaque fois, c'est celui qui vend qui doit. Les deux doivent. Ou bien celui qui vend. Bon, vas-y, il faut expliquer. C'est celui qui vend qui doit. Bon, puisque, comme à chaque fois que je vends, on viendra maintenant me faire le compte de ce que j'ai vendu sur mon chiffre d'affaires, c'est ça. C'est ce que je veux. C'est là que je veux en venir. Ah ouais, bien sûr. C'est clair, c'est une analyse qu'on va faire avec les impôts, c'est ça? La science des impôts pour voir ce que ça va donner. Ouais. Je pense à ce niveau, la fiscalité ne joue pas au fait sur l'opération d'achat, mais il joue sur la valeur ajoutée que la personne a en faisant les ventes. Donc la fiscalité au niveau des achats, je pense que ça c'est la TVA. La taxe là est sur la valeur ajoutée du bien que le distributeur vend.
elle n'est pas sur l'opération lui-même d'achat. Donc, dans le cas du pouvoir d'achat, si on le considérait comme une denrée qui a une valeur ajoutée, là je comprends qu'il y aurait une taxe sur cette valeur ajoutée que celui qui vend le pouvoir d'achat devait verser aux impôts. Mais ici, c'est une opération d'achat simple où le bien pouvoir d'achat n'a pas une valeur ajoutée qu'on peut dégager ou bien qu'on peut illustrer. Donc je ne vois pas comment la fiscalité pourrait... Ouais. Donne... Oui, c'est tout juste pour lui dire que ceux qui doivent payer à ce niveau sont deux, c'est tout. Voilà. C'est PBF qui va payer côté achat de pouvoir d'achat. Et maintenant, pour la livraison des marchandises, c'est le distributeur qui paie la TVA. La TVA collectée. Et il paie la déduction de la TVA. Non, mais, je pense que ici, M. Agbo, je pense que sa question c'est la vente du pouvoir d'achat. On amène le CAPA pour obtenir le CNP. Maintenant, on a vendu le CNP. Qu'est-ce qu'on doit aux impôts? Au niveau des institutions financières, les opérations de rentrée de fonds sont taxées. Taxes sur les affaires financières. Voilà. Donc, c'est à ce niveau que c'est la banque qui va payer sur les opérations de rentrée de fonds. Voilà. Très bien. Donc, ça veut dire que les banquiers qui encaissent doivent payer. Ça, c'est bien résolu. Moi-même, je suis d'accord. J'attends l'impôt qui va venir ici. Donc, je voudrais répondre à mon frère là. Quand il parlait de TVA, c'est vrai, la TVA, ça, c'est directement sur la valeur ajoutée, comme tu l'as dit, et ça, c'est mensuellement. Mais en fin d'année, on doit aussi te calculer les choses sur tout le chiffre d'affaires que tu as fait dans l'année. Et ça se fait sur tout ce que tu as vendu. Eh bien, donc je pense que vous ferez vos calculs. Nous avons dressé les éléments pour vous. Eh bien, c'est intéressant que nous devons ressortir ces éléments. C'est pourquoi lorsque les gens vont se mettre de chaque côté de leur domaine, ils doivent ressortir à partir de ce que vous avez compris. Les clartés, de sorte que le classique ne se confonde pas. N'est-ce pas? On avait fait une comptabilité difficile d'impôts et tout ça parce que les gens n'ont pas pris le temps d'appréhender les choses de sorte qu'ils puissent dégager clairement la part des choses. Maintenant, vous n'allez pas sortir d'ici en tant que gestionnaire, en tant que financier, sans savoir les fiscalités, les comment les poser sur la table pour que la personne ne se cherche pas longtemps. Elle vient, vous leur dites, voilà, dans notre paradigme, voilà ceci et ceci, forme ceci pour vous. Et si vous voulez analyser, allez faire les analyses. Si vous trouvez des défaillances, revenez, on va s'entendre. Parce qu'on ne cherchera jamais ce qu'ils veulent en vain chez nous. C'est à nous de sortir ça clairement pour qu'ils soient édifiés. Donc à vous de savoir quand on dit impôt, comment il faut raisonner, n'est-ce pas? Quand on donne la comptabilité étatique, il veut qu'on fasse réglementer, hein. Elle veut qu'on soit comme ça, on soit comme ça. Vous devez voir dans toutes les lignes ce que vous devez sortir de chez nous pour que eux, en parallèle, parce qu'on ne peut pas faire la confusion. Notre mécanisme ou bien notre logiciel est là. Vous l'avez et vous sortez les données. Vous avez leur logiciel qu'ils vous exigent d'utiliser pour leur traçabilité. Donc quotidiennement, vous ferez les transferts des données, de sorte que s'ils veulent suivre votre comptabilité, vous avez la lisibilité. Et s'ils sont dans leur comptabilité, ils ont les données pour ne pas être... Donc là, c'est très rapidement que le lien doit se faire pour qu'un comptable sorti d'ici, un financier sorti d'ici, un gestionnaire sorti d'ici puisse nous illustrer par un vrai document qui va sortir, parce que tout le monde ne va pas écrire les mêmes choses. Nous avions dit ici qu'on sortira avec un recueil. Chacun doit aller très rapidement savoir que dans mon recueil, moi je vais orienter la chose vers les déterminants comptables, les déterminants fiscaux, les déterminants économiques, les déterminants sociaux, les déterminants marketing et tout ce qu'on peut trouver, peut-être que j'ignore.
Donc chacun devait faire angle vers cela spécialement pour que ça puisse permettre d'avoir beaucoup de recueils que nous allons pouvoir utiliser pour chaque frange ou bien chaque catégorie de personnes à former dans les proches à venir. Ouais. Merci encore une fois. Un passage du prospectus parlant de la conquête de la liquidité absolue de la monnaie. On a parlé de la pluralisation de cette même monnaie à partir de la distinction de ces différentes valeurs. Ouais. Là, comment la distinction des valeurs assure la pluralisation de la monnaie? C'est à ce niveau-là que je voudrais qu'on explicite un peu. La distinction des valeurs assure la pluralité de la... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a ça qu'on a dit déjà, que le I qui a permis de dupliquer le IOFN, il est venu au FG, au fonds de garantie. Le I est né et a créé le I bleu, qui crée le I rouge. C'est ça, non? Maintenant, nous n'avions qu'un seul billet. On se retrouve avec 3 formes de ce billet. Si nous disons l'espèce 10 000 qui est passée par l'APA pour atteindre le FG, c'est 10 000. Il se retrouve 10 000 CNP en bleu, n'est-ce pas? Là au FG, on l'a étiqueté de la couleur noire, n'est-ce pas? Maintenant, qu'il a eu l'ordre, eu l'ordre de sa consommation, il demande, il se duplique pour sa reconstitution. Donc on a, c'est-à-dire que le I qui devient rouge, le même élément. L'incident là-bas, c'est la recherche des valeurs a permis d'avoir trois montants, n'est-ce pas? Le montant à la réserve, le montant à la consommation et le montant au financement. Autrement dit, ce seul billet ne devait pas pouvoir se retrouver à ces 3 endroits à la fois. S'il était seul, c'est doublon ça. Maintenant, la lubrification, c'est-à-dire, je crois avoir dans la question, ça facilite la liquidité, bien sûr. C'est justement à cette fonction qu'il s'est dupliqué pour pouvoir être dans les mesures de lubrifier le système. Oui, bon, peut-être c'est pour faire un ajout par rapport à cette vision de la pluralité de monnaie. C'est comme quelqu'un qui arrive au Togo avec le CD. Il ne peut pas directement acheter un produit, bien que c'est de la monnaie. Donc, il doit passer, au fait, acheter le CFA avant de venir consommer. Donc, dans cette analyse, on comprend que les numériques bleus peuvent directement acheter la marchandise. Mais le CNCS rouge ne peut pas directement acheter la marchandise, mais il est une monnaie. Mais lui, il peut acheter le noir, l'espèce, ou acheter le bleu, qui est au fait ce qu'il achète. Donc c'est ce bleu qui est une monnaie qui peut directement acheter le bien. Donc on voit bien que la mutation des valeurs fait qu'il y a plusieurs monnaies au fait, mais qui peuvent facilement circuler, seulement qu'ils doivent acheter tel type de monnaie avant d'acheter tel type de bien. C'est ça. C'est aussi une appréhension claire de la pluralité, n'est-ce pas? Et il y a aussi, quand on évolue, leur interface directe, c'est les biens produits et services. Ce qui veut dire que tout bien produit et service devient monnaie plurielle. Pluriel, on a tout qui devient monnaie, puisque le troc est favorisé par cette numérisation. Donc, ici également, le doublon multiplicateur. C'est ça que moi, je disais tantôt. Fallait que ce soit la multiplication que j'aurais pu ressortir que la multiplicité. Et maintenant, la multiplication, c'est ce que je venais de dire. Le I qui est en noir, qui se retrouve en rouge et qui se retrouve en bleu, c'est dédoublé. C'est-à-dire, c'est multiplié en 3. C'est différent quand même de la multiplicité, qui est le fait de dire on a plusieurs monnaies, le rouge, le bleu et le noir.
C'est bon? Est-ce que c'est répondu? Là, sinon, il faut préciser la question, ça peut être encore plus illustré. Bien. La contrepartie. Nous avons vu le prorata et le prorata nous a institué la périodicité, n'est-ce pas? Et la périodicité nous a permis de savoir utiliser un étalon pour l'ensemble. On n'a pas pris un exemple. Si on avait pris un exemple là-bas, on dirait l'étalon CPR va permettre, pour aller à la capitalisation, de voir la périodicité de consommation de notre pouvoir d'achat, ou bien l'effet de cette périodicité sur le bien que nous avons, les biens récurrents et les biens non récurrents. Donc, ça devait nous permettre de savoir si le bien est récurrent, c'est qu'il est consommable et se détruit après usage, tout de suite, plus rapidement que ce qui est non récurrent. Lui, son usage n'est pas aussi rapide. Donc nous avons dans la périodicité, ou bien la CPR a déterminé ces deux éléments, le R et le NR. Ça veut dire que vous laissez d'abord le sous-titre contrepartie. On continuait dans le sous-titre prorata. Donc c'est le prorata qui nous a permis de désigner les consommations, les produits consommés en R et en NR. Maintenant, il va falloir que nous dégagions la formule, et tout le monde sait que si nous voulons former le capital, nous devons considérer quel pouvoir d'achat nous sommes en train d'acheter. Donc quel pouvoir d'achat nous sommes en train de construire avec cette capitalisation. Nous disons, si c'est le pouvoir d'achat récurrent, il va falloir que nous lui donnions quand même, si c'est le pouvoir d'achat récurrent, n'est-ce pas, nous lui donnions quand même la possibilité d'être le générateur, du pouvoir d'achat. La possibilité d'être le générateur du pouvoir d'achat. On donne au capital la possibilité d'être le générateur du pouvoir d'achat. Et cette possibilité, nous n'avons pas un déterminant obligatoire, mais nous avons le déterminant extrême qu'il ne faut pas dépasser si nous voulons le concevoir comme ça. Donc, je parle de ce que nous allons appeler la PCK. Donc, il faut que nous ayons cet élément aussi qui est un étalon pour pouvoir regarder de près, n'est-ce pas, la formation du capital liée à ces deux versions de pouvoir d'achat ou de revenus, de biens qui sont considérés pour cette cause, c'est-à-dire pour la formation du capital. Donc, la CPR, la consommation périodique réelle, est une variable. Nous l'avons en termes de variable expliquée, la CPR, la variable expliquée, et la PCK, sa variable explicative. C'est ça, non? Ça, bon, sont des termes, ça ne vous dérange pas, hein, ce n'est qu'une façon de dire que la PCK doit venir pour qu'on puisse former le capital en fonction. Donc cette PCK-là, c'est une période qui permet au capital de générer, de tenir la consommation périodique réelle, sans être usé, n'est-ce pas? Quand on a un capital, un investissement, un capital investi, le capital ne doit pas s'user, il se reconstitue, n'est-ce pas? Ou bien tu détruis en même temps le capital. Eh bien, c'est très intéressant cette partie de notre leçon,
parce que peut-être que vous êtes, on a poussé la leçon à la fin de la séance, mais très intéressant parce que c'est là que vous allez voir, quand nous avons taxé le mécanisme à pas de miracle, c'est tout ça là qui rentre en jeu que vous devez discerner. Donc la PCK, la période de constitution du capital. Maintenant, à quand ou à combien ça devient impossible? Puisque nous parlons de période, à quand et à combien ça devient impossible? C'est exactement ce que nous avons dit. Si vous ne considérez pas la production, la reproduction, bien la reconstitution, vous allez faire des dégâts dans la formation du capital. Donc, le bon usage de la monnaie vous a échappé et vous allez faire des catastrophes dans l'ensemble de la science monétaire. Comme vous avez compris, ici, si nous formons la PCK, nous formons le FGF fait par un PCK petit, c'est-à-dire plus la PCK, la période de constitution du capital est petite, plus l'effort à déployer pour la reconstitution est grand. Donc c'est asymétrique, inversement proportionnel à, c'est ça non? Voilà. Tout le monde suit. Voilà. Donc, lorsque nous avons compris comme ça, est-ce qu'on peut trouver un juste milieu pour dire à la personne, oui, si vous voulez fixer votre PCK, vous devez considérer ça. On vous rappelle, la PCK, c'est aujourd'hui à combien? 5,6, 5,6. Donc, si vous amenez ça en haut, vous avez une capitalisation forte et une consommation réduite. Et donc une reconstitution forte. Parce que pour nous, ce n'est pas un dépôt dormant. On dit investissement, ça veut dire que le I qui s'est dupliqué, usez-le. Vous devez. Si vous devez user le I, il se rend robuste pour ressortir la production nouvelle que vous devez générer forcément. Et dans ce cas, vous ferez une productivité très forte. Mais le danger, à quoi servira une productivité forte sans consommation? Hein? Vraiment, c'est pourquoi nous disons, bon, ça c'est intéressant pour une classe élevée d'économie. Maintenant, quand vous réduisez la formation, la PCK à moindre, quel est l'effet? La consommation? Quelqu'un est tombé dedans, puisque nous avons deux camps. Elle est faible. Si on a 3 comme PCK, la consommation est élevée. La consommation est élevée. Si on l'a à 1, la consommation est... Maintenant, on aura une capitalisation faible et donc la production difficile, la reconstitution difficile. À un moment donné, on pourra quand même se permettre d'atteindre là-bas. Bien sûr. Bon, je sais que c'est la réponse théorique qu'on vient de donner. Mais ce que nous appelons capitalisation, si elle devient réelle, vous comprenez ce que ça voudrait dire lorsque le capital quitte le profit pour atteindre le bénéfice et qu'il est quand même capable de tenir les rênes de la production nouvelle. C'est absolument, vous êtes obligé de commencer par penser à la réduction de la capitalisation. Ça viendra de facto et voilà ce qui va se passer. Quand on a fait les courbes ici, à un moment, les flèches ont commencé par mettre la tête en bas. La consommation va mettre la tête en bas. Les chiffres des montants, n'est-ce pas, qui sont en train de s'élever, sont obligés de suivre. Puisque c'est le même élément, il n'y a pas deux éléments. Mais sur le marché là,
les flèches sont en débandade lorsque la chose commence par évoluer. Pourquoi? Parce que on n'a pas considéré qu'il n'y a qu'une seule richesse qui est le bien produit et servi sur le marché. Et que tous les chiffres doivent muter tel que le bien dans son existence mute. Mais une fois qu'on tient les calculs stricts ou bien droits, pendant que lui fait d'autres circuits, on se perd dans la nature économique. Franchement, on devient comme un physicien ou bien un mathématicien qui est dans les théories abstraites. C'est pourquoi il est dangereux de fonder mathématiques sur l'économie qu'on ne comprend pas. Et il y a une différence, quelqu'un connaît bien la mathématique et il se mute à un économiste et il commence à faire les calculs et il pense qu'il est dans l'économie. Parce que les données sont concluantes et il va voir les chiffres. On fait même des algorithmes avec. Mais puisqu'il a perdu la nature économique, il fait la mathématique, qu'il applique à l'économie, vaille que vaille. C'est ce qui se trouve aujourd'hui sur les marchés, tellement qu'ils ont dit que, franchement, si nous voulons nous sortir de notre bonne économie, il faut qu'on se distingue des biens réels sur le marché. Donc, on vient sur les plateformes et on fait la vitesse. Voilà, on fait la vitesse. Parce que les biens réels, l'économie réelle ne suit pas du tout. Or, les gens veulent gagner selon les calculs mathématiques là parce que ça donne vraiment des solutions claires. Et mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. Non, il faut jouer à la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut jouer à la monnaie plutôt que d'aller dans la production réelle économique. Malheureusement, ils tiennent au bout les biens de façon immatérielle. Comment? Ils font des pronostics sur ces biens avec leurs calculs, de sorte qu'ils drainent tout le monde dans leur bataille sorcière. Oui, puisque personne ne comprend ce qu'ils font. Mais c'est là-bas que l'or devient cher, le blé, les voitures, tout ça, on ne comprend pas. Juste parce que s'ils laissaient ça, on dira qu'ils sont au casino. Mais quel que soit le cas, ils sont vraiment au casino, qui n'a rien à voir avec ceci. Mais ils nous ont pris en otage. Ils donnent les prix de l'or, ils donnent les prix du pétrole, et puis ça moisit l'économie réelle. Oui, ça s'appelle quoi? Non, la spéculation. Voilà. Mais la bourse, elle n'est pas mauvaise, hein. Nous allons faire les ACNEV, ce sont les bourses. Voilà, ok, vas-y. Oui, bon, par rapport à ce matin, je vois vraiment que le modèle touche un côté épistémologique de l'économie. Parce que, c'est-à-dire, il dit que l'économie devait se formaliser en sciences. Et je vois qu'en parlant de la normalisation de la science, nous touchons un autre côté carrément, qui va vers le débat même de la science économique elle-même. Maintenant, pour revenir à ce que nous avons eu à développer au niveau de la PCK, je vois qu'elle concerne le côté récurrent des biens, le côté des biens récurrents. Et si je vais dans l'analyse, je comprends que lorsque une personne fait le CAPA, on suppose que mensuellement le montant est fixé. Et il a fait le CAPA. Mais lorsque vous parlez de la croissance rapide de la consommation, je vois là que quelqu'un, par exemple, si on suppose que la PCK est de 7, il va faire un dépôt de 70 000 pour 10. Pour 10. On voit que celui qui fait le dépôt de 56 000, lui, il a fait un capital plus réduit, 56 000, mais il a également la consommation de 10. Donc, on voit bien que la consommation elle est restée constante, bien que le capital est élevé. Bien sûr. Cela va stimuler la reconstitution passive du capital, mais la consommation est restée constante. Mais vous, dans votre analyse, vous parlez d'une diminution en fait, ou d'une accélération de la consommation. Je n'arrive pas à bien cerner. Eh bien, c'est exact. Rationnellement, n'est-ce pas? Quand on pense que l'effet sur la formation et la consommation abstraite, ça semble être stationnaire. Mais l'effet sur les biens, ce n'est pas la même chose. Parce que l'abstrait, c'est ça qu'on appelle les effets néfastes économiques, inflation et déflation.
Puisqu'on est dans l'abstrait, le chiffre ne dit pas ce qui est concret. Si nous sommes dans cette analyse 10 pour une capitalisation abstraite également, ça ne reflète pas les biens. Maintenant, quand nous donnons le même 10, il n'a pas le même effet parce que nous produisons peu ou vite ou moins. Selon le chiffre qui est stationnaire, 10, c'est ça, je ne sais pas si c'est en cela qu'on peut compter inflation ou déflation. Le 10 peut être déflation. On peut trouver la déflation selon la formation du capital qui a été faite. Le 10 peut trouver l'inflation selon la capitalisation qui a été faite. Donc c'est dans cette détermination de PCK que la chose se reflète dans l'abstrait comme si c'était le même, mais dans le concret, ça joue en même temps l'élément de c'est plus fort ou bien c'est plus lent. Bien, donc quand tu as pris les 7, il a mis 700, n'est-ce pas? Nous formons une machine de 700 qui doit produire quelque chose. Disons que le produit qu'il doit aller prendre doit dépendre de cette machine qui va produire beaucoup. Normalement, si nous devons être calés dans la constante, ça veut dire qu'on doit préciser également que ce bien qui a été produit par ceci doit valoir ce coût, n'est-ce pas, le contenu de ce pouvoir d'achat de 10. Maintenant, l'effet c'est que peut-être il va amener les 10 pour une production qui dépasse sa demande. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit les 10. Il réduira les 10. Peut-être il dépensera 2 pour obtenir ce qu'il devait avoir avec 10. Quand la chose n'est pas abondante, elle n'a pas été capitalisée, le capital n'a pas été productif en matière de plus forte production. Maintenant, c'est l'effet inverse qu'on trouve. Quand la chose a été, le capital a été réduit, n'est-ce pas? La production est petite. Les 10 vont aller rencontrer une petite production. Elle peut même se vider pour la prendre. Elle ne va pas trouver ce qui satisfait ses besoins. C'est ça l'effet inflation et déflation qu'on peut retrouver de manière abstraite. Et donc, nous avons ignoré l'abstraction de la chose et nous sommes en train de voir le bien en même temps dans la déduction que nous venons de faire en disant, en disant que plus il va, plus le pouvoir d'achat est réduit. Parce que le pouvoir d'achat, ce n'est pas un chiffre, c'est ce qu'on obtient en réel. C'est pertinent, oui. L'indice autrefois appelé, c'est la PCK aujourd'hui, c'était 3.00 et il fallait 60 000 pour un pouvoir d'achat de 20 000. Aujourd'hui, avec 5.6, le même pouvoir d'achat de 20 000 doit être obtenu avec 112 000. Donc à l'époque, je crois qu'il y avait une sœur qui prenait un sac de riz avec les 20 000. Mais quand c'est passé à 112 000, c'est un demi-sac qu'elle prenait. Donc ça veut dire que l'effet est vraiment réel sur les pièces. Alors malgré que le montant est resté stable. Si je comprends bien dans cette analyse, la PCK vient plus ou moins jouer le rôle du prix du pouvoir d'achat. Puisqu'on voit que plus on l'élève, il donne plus ou moins un prix élevé du pouvoir d'achat qui correspond à une certaine consommation. Mais plus il est plus bas, comme dans son cas. Si tu fais allusion au prix, tu es en train de dire des chiffres. Oui, c'est-à-dire que la PCK devient un chiffre qui plus ou moins donne une certaine valeur au pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'accessibilité à ce pouvoir d'achat. La quantité, ce n'est pas la valeur. La quantité, le montant au pouvoir d'achat. Le montant de biens qu'on peut obtenir dépendant de ce pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Il est valeur négative parce qu'on parle de pouvoir d'achat, la valeur est négative là-bas. On ne fait pas de confusion avec valeur en termes de montant. Maintenant, le montant que l'on peut prendre, c'est en biens produits et services. La quantité de biens produits et services qu'on peut prendre avec. Il peut rester le même montant et la quantité est réduite. Pourquoi? Parce que le capital de production est réduit. La productivité est réduite, la marchandise s'est rarifiée. Donc c'est ça qu'on appelle l'inflation tout simplement. Maintenant, l'abondance, c'est que le capital est assez productif pour apporter beaucoup de production pour le même pouvoir d'achat. Maintenant, c'est à lui d'en avoir assez. Et qu'est-ce qu'il y aura comme effet? C'est qu'il y aura diminution, peu d'usage de son revenu pour atteindre sa satisfaction. Nous sommes d'accord. S'il y avait peu de production
et qu'il y a beaucoup de la même quantité de monnaie. C'est ce que les analystes font. S'il y a une quantité de monnaie et peu de production, la même quantité de monnaie devient inflationniste. S'il y a pour la même quantité une grande production, la monnaie devient forte. Elle devient forte sur les biens produits et services. Pourquoi? Parce que peu seulement suffit pour qu'on satisfasse ses besoins. Oui, c'est-à-dire, dans l'analyse du cas où j'ai pris son 10 000, la personne consomme mensuellement 10 000. Mais puisqu'elle pousse la production, on va voir que les biens sur le marché vont plus ou moins avoir un prix faible. Je vois dans ce cas que la PCK élevée à 7 va faire que les biens vont plus ou moins, le 10 000 va acheter plus de biens, c'est-à-dire là où je parle de la forte consommation et de la forte production. Mais dans votre analyse, vous avez dit que la forte production, dans ce cas, va faire que la consommation elle sera faible. Non, la consommation va être faible, c'est-à-dire lorsque la PCK est élevée. Moi, dans mon analyse, lorsque la PCK s'élève à 7, si elle stimule la production, cela veut dire que la valeur en prix des biens sur le marché va diminuer puisque la production est forte. Les biens seront accessibles. Donc 10 000 pour acheter une grande quantité de biens. Bien sûr, bien sûr. On voit que dans cette analyse, la consommation, dans ce cas, est stimulée. Elle est plus grande. Oui, mais dans l'autre cas, lorsque la PCK est bas, ça veut dire qu'il y aura peu de biens parce qu'il n'y aura pas une grande production. Et ça va faire que la consommation, en fait, sera faible. Moi, dans mon analyse, c'est comme ça que je la conçois. C'est ton analyse qui est juste. Est-ce que ce que nous avons dit est contradictoire? Oui, parce que dans votre analyse, vous aviez dit que lorsqu'on élève la PCK, elle va stimuler la production. Mais à quoi sert une grande production si elle n'est pas consommée? C'était ça ce que vous aviez dit. À quoi servira la production quand elle n'est pas consommée? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, moi, dans mon analyse, je me dis que la consommation là-bas ne sera pas faible, puisque les gens vont consommer, puisque les biens auront plus ou moins valeur. C'est relatif. Ici, ce qui a été dit pour nous, n'est-ce pas, quand on prend les biens, les prix n'ont pas d'extériorité sur le montant du pouvoir d'achat. Si ça n'a pas d'extériorité, on n'a pas d'incident. Mais si c'est extérieur, ça veut dire que les prix qu'on fait n'ont rien à voir avec ce que nous créons ici. Là, l'incident est clair. Le pouvoir d'achat est petit. Dans la SMCIPN, nous faisons nos prix nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons subventionné et on doit caler le prix par rapport à la SMCIPN. Là-bas, ça veut dire que le rapport prix et revenu, c'est la même chose. Si nous disons aujourd'hui, dans ton contexte, c'est le marché que nous n'avons pas à dicter en matière de prix. C'est tel que nous avons aujourd'hui. Si nous donnons 10 000 à la personne, c'est peu par rapport à ce qu'elle va trouver aujourd'hui. Si nous donnons 20 000 à la personne, c'est suffisant pour peut-être avoir la chose, puisque le marché n'a pas notre règle, notre prix. Là-bas, ça se comprend. Quand je donne 10 000 à quelqu'un, quand quelqu'un a 10 000, ce qu'il va prendre, c'est différent de lorsqu'il a 20 000. Ça, nous sommes d'accord. Donc la quantité du montant ici reflète les biens qu'il doit avoir sur le marché. Puisque les déterminants, en fait, ce n'est pas notre productivité qui a fixé le prix. Ça se comprend. Une fois que nous avons à aller de pair avec notre productivité, nous comprenons que l'effet que nous avons à dire là est l'effet intrinsèque au système global lui-même, c'est-à-dire le système dans son intérieur, le MCNP dans son intérieur. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons absorber la zone externe pour amener. Elle nous dicte à peu près ce qu'il y a. Et donc, l'analyse que nous venons de faire comparée à un pouvoir d'achat réduit, c'est nous imaginons le prix en fonction, le prix des biens en fonction du montant que nous avons en pouvoir d'achat. Ça se comprend. Parce que plus le montant est grand aujourd'hui, plus nous pouvons obtenir les biens sur lesquels nous ne donnons aucune influence. Pour le moment, nous n'avons aucune influence. N'est-ce pas? Lorsque l'influence va venir parce que notre productivité a pris en compte notre capital, à partir de ce moment, l'effet sur le produit va s'établir. Et là, nous rentrons droit
dans le fait que l'analyse que tu as faite tient, veut dire plus c'est monté, plus le produit est grand, plus le pouvoir d'achat est fonction, parce que au fait le même pouvoir d'achat est resté, qui trouve la capacité de produit à la satisfaction de son montant. Donc l'inverse aussi, si le capital est petit, le montant est resté et la consommation, le pouvoir d'achat est bas. Par rapport à ce que vous venez maintenant de développer, j'ai vu la distinction. J'ai vu que bon, la première analyse s'est faite dans le court terme, c'est-à-dire où le prix est une donnée exogène dictée par un autre marché. Externe à la plateforme. Oui, mais mon analyse s'est faite dans le long terme où la production est endogène. Va jouer. Voilà. Dans le document, nous avons dit, vous pouvez mettre n'importe quoi en matière de chiffres. Ça n'influe plus sur le pouvoir d'achat. Parce que c'est les données des biens, produits et services qui régleront les jeux. S'il y a plein de chambres à louer, parce que nous avons construit des chambres à louer, n'est-ce pas? Si on nous partage 1 franc, nous trouverons à louer. Si on nous donne des milliards, nous trouverons à louer. L'essentiel n'est pas d'avoir des chiffres, mais d'avoir des chambres à louer. Et là, c'est lorsque nos données sont rentrées dans leur cadre réel, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est vrai de faire la distinction dans notre comparaison, dans notre analyse, en disant, lorsque le prix est endogène, c'est-à-dire que nous avons hérité du prix de dehors, que nous voulons amener à l'intérieur, aussi longtemps que nous sommes dans cette démarche, les coûts, les montants, les prix influent sur la quantité du pouvoir d'achat. Et dans ce cas, nous allons trouver d'abord l'effet court terme qui fait que si le montant n'est pas grand, nous n'avons pas beaucoup de produits. Mais à long terme, puisque nous mettons beaucoup de capitaux qui vont être consommés par l'investissement à l'interne pour rendre robuste ce même capital en vue de la production nouvelle qui va commencer par être abondante, l'effet va commencer par venir dans la norme de plus fort pour le pouvoir fort, plus faible pour le pouvoir faible. Moi, par rapport à ma compréhension des deux analyses, moi je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a juste un problème de référentiel qui se pose là-bas. Et par rapport à ça, quand on est dans votre première analyse, quand la PCK est grande, le fonds de garantie de financement est grand, ça veut dire que la production est forte. Mais ça entraîne un effet par rapport à la population qui doit participer à cette capitalisation. Est-ce qu'ils ont la possibilité de participer à cette capitalisation quand la PCK est grande? On prend le cas de l'enrôlement qui peut les prendre. On viendra là-bas parce que l'effet d'enrôlement existe. J'essaie de me référer un peu à ce qu'il vient de dire. Il faut qu'il n'explique pas correctement. La façon dont moi je comprends le système, c'est qu'il faut un repère donné. Par exemple, aujourd'hui, la PCK est de 5,6. Si on doit vraiment faire l'augmentation et la diminution, on doit se référer à ces 5,6. Si par exemple, c'est ramené à 7, il faut que ceux qui plaçaient 5,6 là, ils doivent augmenter leur capitalisation. Ou soit s'ils n'augmentent pas leur capitalisation, on prend les 56 000, on essaie de faire des calculs pour voir ce qu'ils vont prendre. C'est ça, ils ont augmenté ça. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Mais ici, c'est qu'il dit, est-ce que les gens auront la capacité de participer? C'est la même chose que vous dites. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, puisque la PCK est forte, il y a difficulté d'accessibilité à la chose. Justement. Or, on va faire une grande production. Voilà. Dans ce niveau, quand il parlait de consommation, il sera un peu... bon. Lui il disait quand la PCK est grande, la consommation est grande. C'est le référentiel à ce niveau, c'est le consommateur en fait. Quand il participe à une grande capitalisation, c'est vrai sa consommation sera forte. Mais s'il n'arrive pas à participer à la capitalisation, ça veut dire que la consommation est faible. Moi je vois que... Non, sa consommation ne dépend pas de ça. Bon, maintenant c'est comme si on vendait à quelqu'un sa raison, on lui donnera cadeau. Puisque la production est forte.
Il ne participe pas au capital, il n'a rien à utiliser pour... si on réduisait la production, à conséquence de ce qui doit être là, c'est-à-dire on a une forte capacité de production, mais on ne l'exerce pas juste parce qu'il n'y a pas de demande. C'est ce que ça voulait dire. Mais ici, c'est qu'on a rendu liquide la chose de sorte que la production soit forte. Dans TAM, c'est ce que nous avons dit. Dans ce cas, c'est celui qui a le pouvoir d'achat qui doit aller les arracher tout simplement. Mais là, il y a beaucoup d'analyses après qu'on viendra. Mais la surface nous permet de regarder au moins qu'avant de venir à l'intérieur, sachant que si on fait une capitalisation forte et on a un coût d'achat très faible, on a perdu notre capitalisation. Ou bien on mettra du temps avant de reconstituer cela. Nous ne sommes pas encore allés là-bas. Mais la contradiction ne se situe pas parce que là, tout de suite vu que nous avons dit que le pouvoir d'achat va en fonction asymétrique de la capitalisation. Le pouvoir d'achat est asymétrique à la capitalisation. Et il dit, non, en fait, ce n'est pas comme ça. Et j'ai justifié que oui, dans ce qu'il dit, c'est comme ça à long terme. C'est-à-dire que lorsque tout dépend de nous, notre production vient, c'est à nous d'analyser, de dire, ah, si le pouvoir d'achat est petit, la production peut être grande et ça ne nous empêche pas d'être solvable. Mais sur le marché, là, si on veut faire les analyses liées à la solvabilité, il serait difficile à quelqu'un qui a pris milliards pour fabriquer une usine et qui, dans sa population, n'a que le salaire à verser pour que les gens viennent acheter ce qu'il produit. Dans ce cas, s'il paye 10 000 de salaire, c'est à lui de mettre des années suffisantes pour que les 10 000 atteignent le milliard qu'il a prêté ou bien investi. Et là, il serait difficile pour lui de joindre les bouts. Peut-être que la vie de ces machines n'atteindront pas ce temps colossal. Pourquoi? Parce qu'il doit absolument être solvable à la taille du milliard. Chez nous, nous n'allons pas faire le calcul comme ça. N'est-ce pas? Même si le calcul était comme ça. Il va nous dire, je vais produire dans 10 ans, c'est la vie de ceci. Donc on frappe à la part qu'il doit produire, c'est la contrepartie de la CPR, consommation périodique réelle, pour qu'il soit dans les normes. Quand il produit cette partie, nous ne sommes pas venus consommer. On n'est pas en droit de lui dire que c'est 10 000 francs que ça a coûté, alors que ça doit coûter 20 000 francs pour son remboursement. Non, on viendra dire, le prix dépend du coût de la production et donc de la marge qui doit rembourser l'investissement. Et dans ce cas, il faut dégager cette marge de la production périodique réelle pour que ça soit le montant équivalent. Et nous appelons ça les contreparties de la consommation périodique réelle. Là, on l'a dissocié de ce qui est l'insolvabilité. Pourquoi? Parce qu'il nous doit à nous le capital, n'est-ce pas? Nous qui sommes le consommateur, le rembourseur. Si je ne suis pas venu me rembourser moi-même, je ne dois pas m'attaquer que je me suis endetté. Mais c'est en déphasage, cette analyse est très en déphasage avec le classique. Et nous ne voulons pas embrouiller les gens. Mais ce qui est sûr ici, nous pouvons faire les analyses selon l'endroit où nous nous trouvons. Mais mécaniquement, pour nous, ça prouve que si vous n'avez pas de capitalisation, vous n'avez pas l'effet que vous cherchez à la consommation réelle. Or, on n'a rien à faire avec la rareté. Nous avons à créer de l'abondance et nous n'avons pas la moindre chance à réserver à quoi que ce soit en matière de comptabilité ou d'ajustement des nombres, des chiffres pour que nous soyons solvables. La solvabilité, c'est la satiété et là, c'est devenu un calcul non physique, non mathématique, mais scientifiquement économique. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que scientifiquement économique ici veut dire qu'on ne doit pas penser que c'est la mathématique qui est scientifique là-bas. Là, c'est l'erreur. Bien que ce soit des calculs mathématiques. Qu'on dit que c'est la science exacte, elle est fausse à partir de ce moment. Puisqu'elle s'attelle sur l'économie qui n'a pas les mêmes raisonnements. Oui. Oui, je voudrais tout simplement rappeler un principe sacré. Ouais. Un principe sacré à l'économie. L'économie étant une science sociale,
C'est pour cela, si on veut faire varier les paramètres, on utilise le principe de ceteris paribus, qui annihile les autres paramètres de bouger. L'exemple de Moumouni, par exemple, a prouvé que les autres paramètres étant stationnaires, la personne est obligée de prendre demi-sac. Mais si on pense que la production a augmenté, il y a les autres qui ont bougé, la personne peut prendre encore un sac. Donc, il faut congeler les autres paramètres et faire bouger un seul en économie pour voir l'incidence. C'est le principe là que je... bon, un peu... Moi, je dirais que la clause ceteris paribus dont tu as parlé de Thiago... Explique ça aux petits-enfants. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si on prend la CPR, peut-être qu'il y a beaucoup de variables qui l'expliquent. Mais compte tenu du fait que la mathématique ne pouvait pas prendre en compte ces variables-là, les fonctions seront à multivariables, impossibles. On dit, on fait abstraction de l'influence des autres variables et on considère qu'une seule comme c'est celle-là qui influe. Et nous avons aboli ça. Vraiment, c'est ce que j'allais le dire. Bon, c'est tout. On viendra quand on va arriver là-bas pour dire que nous, cette assertion est fausse. Merci. Non, c'est faux carrément. C'est faux, puisque... comment? Il dit? Accepter. Mais nous n'avons jamais accepté la fausseté elle-même. Et c'est ça, c'est dire que c'est tout pourquoi nous disons que c'est l'exactitude. Quand on dit exactitude, en même temps on donne cette phrase, on dit que monsieur, vous vous moquez de nous. Qu'est-ce qui est exact alors dans vous? Et puis c'est ça, en disant déjà que l'économie est une science sociale, c'est-à-dire qu'on dit que ça manque d'exactitude. Parce qu'on lit des données qui se mettent sur l'économie, qui n'a rien à voir, dit, ça dépend de la réflexion de la personne, ça dépend de son humeur, ça dépend de... Tout ça c'est faux, c'est loin de l'économie. L'exactitude de l'économie ne réfléchit pas comme ça. C'est l'économie créée actuellement qui réfléchit comme ça, tout simplement. Parce que si vous faites l'économie réelle, universelle dont nous parlons, ce n'est pas l'économie de navigation à vue. L'économie que nous avons là, on nous mène. On crée la culture de demande liée sur des dimensions qui ne sont même pas ce que nous appelons. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on dit, bon, lui, il a porté ceci, nous tous, nous devons porter ça. Allô, tout le Togo, sachez que c'est le meilleur parmi vous, qui est celui-ci, etc. Et puis nous tous, nous avons commencé par dire que nous devons payer ce qu'il a porté. Cette culture d'économie-là, qu'on va dire que c'est une dimension économique, on l'a créée de façon à dire que les gens qui veulent qu'on achète nous amènent vers quelque part. Mais si l'économie dit on doit dormir, on doit manger, on doit se déplacer, et idem pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. À un moment, vous allez voir qu'on ne dira plus que ça dépend de l'humeur de quelqu'un pour qu'on construise une maison. Non, je donne un exemple pour dire, pour eux, ils trouvent ça comme des variables, n'est-ce pas, à leur principe. C'est ce que nous disons. Mais quand vous allez voir chez nous, par exemple, nous ne réfléchissons pas comme ça. Je dis tout simplement que chaque école avec ses principes. Même si nous prenons notre école de solvabilité, une famille, un monsieur qui a pérennisé le RPG pour un montant donné, avec sa petite famille, il peut assurer quand même le bien-être. Puisque c'est une science sociale, puisque c'est un homme, il a une visée maintenant de prendre 2 ou 3 autres femmes. Est-ce que le bien-être sera assuré? Voilà, donc c'est pour dire que tant que l'homme est au centre de la chose, il n'y a pas d'a priori fixe. L'homme peut changer d'idée. Au lieu d'assurer le bien-être de sa famille, il veut encore augmenter le nombre de femmes, le nombre de bureaux. C'est justement pour ça qu'on dit que ce n'est pas ferme. La science sociale, quand c'est lié à la mentalité de l'homme. Un instant,
C'est le problème réel ici. C'est quand on va arriver, si on était dans l'analyse profonde de la modélisation. Or, je ne vous ai pas amené là-bas. Hein? Je vous ai juste, on doit effleurer les pamphlets que vous avez en main pour que nous puissions avancer. Dans le clair, c'est ce pourquoi nous avons coupé court en disant formalisation. Vous voyez, quand on a dit le pouvoir d'achat qu'on a créé devient fondamentalement un pouvoir d'achat qui reflète la vie de l'homme, on dit récurrent. Et dans ça, il y a des caractéristiques que nous avons indexées parce que le récurrent que nous disons, il n'est pas renouvelable par exemple. Il périt. Bon, maintenant, lorsqu'on dit que la personne aura un effet sur le marché, nous savons que nous avons coupé. Voilà. Pourquoi? Parce que si le marché est aléatoire, on analyse selon le prix des conséquences aléatoires. Et dans ces conséquences aléatoires, on cherche ces déterminants-là. Et ça, forcément, dans leur analyse, c'est logique d'aller découvrir ces effets qui influent sur la demande et l'offre. Bon, maintenant, pour nous, on a exclu la précarité de la tête de la personne. Quand elle veut avoir des femmes, etc., ils s'entendent, ça n'a rien à voir avec le marché. S'il a un revenu qu'il veut consommer, il consomme tout. Nous avons compté que c'est ça qui a produit la marchandise en contrepartie. S'il laisse son revenu, le revenu se grille et n'a pas d'incidence sur le fait qu'il s'est retiré. S'il s'est retiré, peut-être que c'est l'abondance qui va venir parce que la marchandise s'est augmentée sur le marché. Et ça ne va pas donner l'occasion aux producteurs de dire « Ah, je suis en faillite, je vais chasser les salariés pour que ça devienne une conséquence. » Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, donc l'équilibre qu'on a au départ a bouclé beaucoup d'éléments qu'on ne cherche plus. C'est ça, je donne des exemples aux gens, que souvent, c'est comme nous sommes deux personnes qui réfléchissent différemment. Nous avons un marigot et une jarre à remplir à la maison. Moi, j'ai pris ma gourde et lui, il a pris son panier pour aller chercher la même structure, l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer les fuites pendant que moi, je suis en train d'aller pour revenir. Il gérera les fuites du panier qu'il a pris pour aller chercher l'eau. C'est le système actuel qui a ce problème de panier. Il a toutes les fuites qu'il doit aller chercher à. Et nous avons une gourde. Bon, on dit, monsieur, c'est quoi? Il dit, bon, je cherche le plastique. Il reste ce trou-là que je dois fermer. Et quand on me dira, ben, il faut venir analyser, il dit, bon, ça c'est une mer à boire parce que tous ces trous-là, je ne sais pas quand je vais les finir. Merci. Je voudrais poser cette question particulière. Au début du lancement du MCNP, nous étions à 3.0, ouais. On est passé à 4.2 et aujourd'hui nous sommes à 5.6. Je voudrais qu'on puisse faire un tant soit peu le décryptage de ces PCK. Comment est-ce que nous sommes arrivés au 5.6 et depuis ça n'a pas varié. C'est comme si on est dans une zone de stabilité à travers le 5.6. Est-ce qu'on peut décrypter le 5.6? Non, c'est le seul décryptage qu'on peut faire, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. La PCK qui vient de trouver sa première place dans notre travail. Et donc on était en train de dire quelles sont les limites qu'on doit fixer. Nous sommes entrés dans les commentaires. Mais on viendra voir pourquoi est-ce que nous ne devons pas aller trop bas, pourquoi est-ce que nous ne devons pas aller aussi trop loin, et pourquoi c'est anodin lorsque nous avons la manœuvre, les marges de manœuvre. Voilà. Donc ce qui est important dans la PCK, ce n'est pas de savoir comment ça a grimpé ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est tenable, qu'est-ce qui est non tenable. Si vous avez pris quelque part 7 et ça marche, tant mieux. 10, ça peut marcher. 5, 3, c'est pas que ça ne peut pas marcher. Tout ça là, ça peut marcher selon ce que vous mettez en place comme structure de répartition. Voilà. Donc il n'y a pas trop de génie dans ça à faire, mais comment nous avons évolué, on dira ça si le temps nous permet la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est la dernière question.
pour la consommation plus élevée, moins élevée. Par exemple, maintenant, c'est que si on veut avoir la consommation plus élevée, il faut que le capital aussi soit plus élevé, n'est-ce pas? Bon, avec le temps, est-ce que la production peut remplacer maintenant le capital pour dire que plus la production plus élevée, la consommation aussi sera plus élevée? Oui, c'est ça. C'est ça mon inquiétude. Ouais, c'est ça. C'est ça. À ce niveau, quoi. Je pense qu'elle est venue dans ce qu'on était en train de discuter. On a dit que aujourd'hui, quand on donne un montant plus élevé, ça s'en va trouver une marchandise qui satisfait les besoins. Parce que le montant est élevé. Pendant ce temps, c'est parce qu'on a mis un peu de capital. C'est ce que ça voudrait dire. Hein? Parce que si le capital est grand, le pouvoir d'achat dans ce cadre-là, le montant est petit. Si on disait que c'est multiplié par 5,6, ça va donner 56 000 pour 10 000. Maintenant, quand on dit par 7, c'est pour 10 000 toujours, mais ça va donner 70 000. Si on dit par 10, c'est le même 10 000, mais il faut mettre 100 000. Mais le même 10 000, le marché, lui, ne comprend pas, ne voit pas que tu as mis 100 000, donc la marchandise va varier. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi? Parce que ce marché n'a pas utilisé encore notre 100 000 pour faire quoi que ce soit. C'est ça qui était notre... Maintenant, lorsque on va prendre ces 100 000 pour produire nos propres marchandises pour venir, puisque 100 000 c'est beaucoup, ça va produire beaucoup, 10 000 doit trouver beaucoup de marchandises. Si on veut vendre uniquement à 10 000, si on ne veut pas le tricher. On se comprend là-bas. Bien, donc on va devoir arrêter, on a dépassé largement l'heure, surtout que c'est un dimanche de vendredi. On va aller prier Dieu, le Tout-Puissant. Ok, bonne journée alors.